Quand l'âme murmure qu'il est temps de partir, avez-vous déjà ressenti cette profonde inquiétude qui semble venir des profondeurs de l'âme, signalant que quelque chose ne va pas dans une relation que vous chérissez tant? Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec la sensation que même si vous avez quelqu'un à vos côtés, un vide grandit silencieusement entre vous? Et si cette douleur n'était pas seulement de la souffrance, mais la voix ancestrale de votre être, essayant d'éveiller une conscience plus grande en vous? Dans ce voyage, vous découvrirez comment les signaux que votre inconscient envoie sont des portails vers une connaissance de soi profonde qui transforment les relations toxiques en leçons de l'âme. Vous réaliserez comment les blessures qui vous font le plus souffrir dans vos relations sont, en réalité, des reflets de parties de vous qui demandent à être intégrées. Et vous comprendrez pourquoi l'acte de laisser partir quelqu'un que vous aimez peut être le rituel d'amour-propre le plus sacré que vous ayez jamais accompli. Ce que vous appelez attachement pourrait n'être que la peur de votre propre pouvoir. Commençons. Les relations sont des miroirs de notre âme, des reflets projetés de notre monde intérieur. Lorsque nous nous sentons liés à quelqu'un qui nous fait du mal, ce n'est pas seulement l'autre qui nous retient, c'est quelque chose en nous qui refuse de lâcher prise. Carl Jung a appelé cela un complexe, une constellation d'énergies émotionnelles chargées qui nous maintient dans des schémas répétitifs. Comme des ombres dansant sur la paroi d'une caverne, ces schémas ne sont que des reflets de quelque chose de plus profond. La première étape pour se libérer est de reconnaître qu'une danse est en cours, une chorégraphie ancestrale d'attachement et de peur. C'est le moment où l'âme commence à murmurer, d'abord comme un chuchotement presque inaudible, puis comme un appel persistant. Peut-être le ressentez-vous comme un inconfort physique dans la poitrine ou l'estomac lorsque vous êtes avec cette personne, ou peut-être sont-ce des rêves récurrents où vous vous voyez perdu ou vous noyant. L'inconscient a de nombreux langages et tous tentent de vous éveiller. La synchronicité, un autre concept jungien, commence à se manifester. Vous trouvez des livres, par hasard, qui parlent de relations toxiques. Des amis partagent des histoires similaires. Un film touche profondément quelque chose que vous essayez d'ignorer. Ce ne sont pas des accidents, mais des signes que votre âme est prête pour la transformation. Dans cet espace liminal, entre la reconnaissance et l'action, il y a un temps sacré d'écoute. Permettez-vous d'entendre cette voix intérieure. Elle n'est pas votre ennemi, mais une alliée ancestrale qui connaît le chemin du retour. La maison qui est vous-même. Mais et si le murmure de l'âme n'était que de l'insécurité? Et si vous confondiez peur et intuition? C'est une question valable, mais rappelez-vous, la peur contracte, l'intuition dilate. La peur est bruyante et anxieuse, l'intuition est claire et paisible, même lorsqu'elle apporte des vérités difficiles. Quand l'âme parle, il y a une qualité différente dans le message. Une certitude tranquille qui transcende la logique de l'ego. Le corps sait avant l'esprit. Écoutez-le. Ces signaux sont plus anciens que vos doutes. Avant d'aller plus loin, accordez-vous un moment de silence intérieur. Respirez profondément et demandez-vous « Que mon âme essaye-t-elle de me dire à propos de cette relation ?» Laissez la réponse venir non pas sous forme de mots, mais de sensations corporelles, d'images ou d'une compréhension silencieuse. Mais, et si le murmure n'était qu'une projection de peur ancienne? Et si ce n'était qu'une répétition de schémas que vous avez appris dans l'enfance? C'est la beauté du processus jungien. Quelle que soit son origine, l'appel contient toujours une graine de vérité qui peut libérer. Le théâtre des masques qui étouffe l'être véritable. Nous utilisons tous des masques sociaux, ce que Jung appelait la persona. C'est le visage que nous présentons au monde, notre interface avec la réalité collective. Dans des relations saines, la persona est flexible, transparente, permettant à notre véritable être de transparaître. Mais dans des relations toxiques, quelque chose de dangereux se produit. Nous commençons à porter des masques de plus en plus épais et rigides. Des masques qui non seulement cachent, mais étouffent. Avez-vous déjà remarqué comment vous changez votre comportement près de certaines personnes? Comment votre voix peut devenir plus aiguë ou plus basse? Comment votre corps se contracte ou vos pensées deviennent confuses? Ce sont des signes que votre masque devient trop lourd. Lorsque nous sommes avec quelqu'un qui nous rabaisse ou nous critique constamment, nous commençons à développer une persona défensive, une armure émotionnelle qui nous protège, mais nous isole aussi de notre être véritable.
Plus nous passons de temps cachés derrière ce masque, plus nous oublions qui nous sommes vraiment. Dans les relations toxiques, nous nous perdons souvent en essayant d'être ce que l'autre attend de nous. Nous nous moulons pour correspondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres. Jung a appelé cela l'inflation de la persona, lorsque le masque social devient plus réel pour nous que notre propre centre. Il y a une douleur silencieuse dans ce processus, la douleur de se trahir goutte à goutte, jour après jour. Observez comment vous parlez, comment vous vous habillez, comment vous vous comportez lorsque vous êtes avec cette personne. Est-ce vraiment vous? Ou est-ce une version éditée, censurée, diminuée de qui vous êtes? La persona toxique n'est pas seulement le masque que vous portez, c'est aussi celui que l'autre vous impose. Quand quelqu'un vous qualifie constamment de problématique, difficile, exagéré ou fou, il essaie de vous fixer une persona négative. C'est une forme subtile de contrôle et de manipulation. La manière la plus efficace de dominer quelqu'un est de le convaincre qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux chez lui. Jung a compris que notre relation avec nous-mêmes est la base de toutes les autres relations. Lorsque nous permettons à quelqu'un de définir qui nous sommes, nous cédons notre pouvoir le plus fondamental, la capacité d'autodéfinition. La première étape vers la libération est de reconnaître les masques que vous portez et ceux qui vous ont été imposés. Retirez-les délicatement, un par un. Cela peut être effrayant au début. Vous pouvez vous sentir nu, vulnérable. Mais il y a une liberté indescriptible à être simplement qui vous êtes. Une personne manipulatrice essaiera toujours de contrôler votre définition de la réalité. Elle dira des choses comme « tu exagères »,« cela n'est jamais arrivé »,« tu dramatises toujours tout ». C'est le gaslighting, une forme de manipulation qui vous fait douter de votre propre perception et de votre santé mentale. Jung nous rappelle que l'individuation, le processus de devenir soi-même, exige que nous fassions confiance à notre propre expérience avant tout. Mais que faire quand on ne se reconnaît plus sans le masque? Et si vous vous êtes déjà perdu si profondément que vous ne savez plus qui vous êtes sans la relation, c'est précisément le moment où le voyage intérieur commence vraiment. Éclat du reflet. Quand nous ne nous reconnaissons plus chez l'autre, dans les relations les plus profondes, l'autre devient un miroir de notre âme. Il reflète non seulement qui nous sommes, mais qui nous pourrions être, nos possibilités et nos potentialités. Jung a appelé cela la fonction miroir des relations. Cependant, dans les relations toxiques, ce miroir se brise. Il se fragmente en éclats qui ne reflètent que des versions déformées de nous-mêmes. Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus vous reconnaître dans les yeux de l'autre, comme si l'image que cette personne a de vous était si différente de ce que vous ressentez être? C'est l'une des expériences les plus douloureuses et désorientantes que nous puissions vivre. Le sentiment d'aliénation de soi à travers l'autre. Lorsque quelqu'un ne valide pas constamment votre expérience ou déforme vos intentions, une dissonance cognitive profonde se crée. Nous commençons à douter de nos propres perceptions et sentiments. Le miroir brisé ne distord pas seulement votre image, mais fragmente votre propre notion d'identité. Pour Jung, le processus d'individuation, de devenir pleinement soi-même, nécessite des miroirs clairs, des personnes qui nous reflètent avec amour, honnêteté et acceptation. Dans une relation saine, le miroir de l'autre nous aide à voir de parties de nous-mêmes que nous ne parvenons pas à voir seuls, y compris nos ombres. Mais cela se fait avec compassion, sans jugement destructeur. Quand le miroir est brisé, nous commençons à internaliser les distorsions. Nous en venons à nous voir au travers du prisme fragmenté que l'autre nous offre. Si quelqu'un nous dit constamment que nous sommes trop sensibles, trop intenses ou difficiles, nous pouvons finir par croire à ces limitations, à en faire notre identité. Jung nous a mis en garde contre le danger de nous perdre dans les projections des autres, de confondre qui nous sommes avec ce que les autres voient en nous. Le premier pas vers la guérison est de retrouver votre propre miroir intérieur, cette voix intuitive et sage qui sait qui vous êtes réellement. Écoutez-la par-dessus toutes les autres voix externes. Parfois, nous devons nous éloigner des miroirs brisés pour retrouver notre image intègre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation dans son sens le plus profond. Car comment pouvons-nous offrir quelque chose d'authentique au monde si nous perdons contact avec notre propre essence? Comment pouvons-nous aimer véritablement si nous ne savons plus qui nous sommes?
Les relations toxiques non seulement nuisent à notre connexion avec l'autre, mais elles blessent notre connexion la plus fondamentale, celle avec nous-mêmes. Mais et si le miroir brisé n'était qu'un reflet de notre propre état intérieur fragmenté? Et si le problème n'était pas l'autre, mais notre propre perception distordue? C'est une question importante sur le chemin jungien. La danse des ombres, ce que nous rejetons en nous et voyons chez l'autre. L'un des concepts les plus profonds de Jung est celui de l'ombre, cette partie de nous que nous réprimons, nions et cachons à notre conscience. Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le projetons sur les autres. C'est l'origine de nombreuses dynamiques toxiques dans les relations, une danse inconsciente d'ombres projetées. Avez-vous déjà ressenti une aversion inexplicable et intense envers quelqu'un, pour découvrir plus tard que cette personne reflétait des aspects de vous que vous ne vouliez pas voir? Ou vous êtes-vous déjà senti irrésistiblement attiré par quelqu'un qui a ensuite révélé des traits toxiques similaires à vos pires craintes? Ce sont des manifestations de l'ombre en action. Quand nous nous lions intensément avec quelqu'un, que ce soit par amour ou par haine, il y a toujours un élément de projection impliqué. L'autre devient un écran où nous projetons notre matériel inconscient non traité. Pour Jung, comprendre nos projections est l'un des travaux les plus importants que nous puissions faire, car quand nous projetons, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est réellement. Nous ne voyons que le film de notre propre inconscient se déroulant sur eux. Dans toute irritation profonde envers l'autre, il existe une vérité sur nous-mêmes qui attend d'être découverte. Cela ne signifie pas que nous devions tolérer des comportements abusifs ou toxiques. Absolument pas. Cela signifie seulement qu'en quittant une relation destructrice, nous devons aussi faire le travail intérieur de comprendre nos projections. Afin de ne pas répéter le même schéma avec une autre personne, demandez-vous, qu'est-ce qui m'irrite le plus ou m'attire inexplicablement chez l'autre? Qu'est-ce qui me cause une répulsion viscérale dans son comportement? Qu'est-ce qui me fascine au-delà de la raison? Ce sont des indices précieux sur votre propre matière d'ombre. Quand nous parvenons à retirer nos projections et à reconnaître notre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous gagnons une nouvelle liberté dans nos relations. Nous pouvons voir l'autre avec plus de clarté, sans le brouillard de nos propres questions non résolues. Et nous pouvons choisir consciemment avec qui nous voulons être, au lieu d'être entraînés par des attractions et des répulsions inconscientes. Dans les relations toxiques, il y a souvent un emboîtement d'ombre. Votre ombre danse parfaitement avec celle de l'autre, créant une synchronicité négative. Une danse addictive qui semble impossible à interrompre. Pour Jung, l'ombre n'est pas notre ennemi, mais une alliée incomprise. Elle contient une énergie vitale et des aspects précieux de nous-mêmes qui ont été réprimés. Intégrer l'ombre ne signifie pas agir impulsivement ou de manière destructive. Cela signifie reconnaître ces aspects niés, les comprendre avec compassion et les transformer en source de sagesse et de pouvoir conscient. Mais comment distinguer entre une projection d'ombre et une perception juste de la toxicité chez l'autre? Comment savoir quand nous voyons clairement ou si nous ne faisons que projeter nos peurs et nos blessures? C'est l'une des questions les plus subtiles et importantes du travail intérieur. Les blessures du féminin et du masculin intérieur. En chacun de nous, indépendamment du genre biologique, existent des énergies féminines et masculines que Jung a appelées anima et animus. Ces énergies archétypales influencent profondément la façon dont nous nous lions aux autres et à nous-mêmes. Quand ces forces intérieures sont blessées, nos relations en souffrent aussi. Avez-vous déjà remarqué comment vous pouvez être attiré de façon répétée par le même type de personne, même si cela se termine toujours par la souffrance? Ou comment certains schémas relationnels semblent se répéter, indépendamment de qui se trouve de l'autre côté? Jung dirait que cela reflète l'état de votre animus ou anima intérieur. Chez chaque homme, il y a une image intérieure du féminin, anima, qui influence la façon dont il se lie aux femmes. Chez chaque femme, il y a une image du masculin, animus, qui façonne ses relations avec les hommes. Quand ces images intérieures sont blessées ou distordues par des expériences passées, nous cherchons dans le monde extérieur quelqu'un qui corresponde à ce schéma intérieur dysfonctionnel. Ce n'est pas l'autre que nous choisissons, mais l'image blessée en nous qui cherche à s'exprimer et à guérir. La fascination irrésistible pour quelqu'un qui nous fait du mal révèle souvent une blessure profonde dans notre animus ou anima. Si vous avez grandi en voyant des relations abusives,
vous avez pu internaliser l'idée que l'amour et la douleur sont inséparables. Si vous avez été abandonné, vous pouvez rechercher inconsciemment des personnes qui répètent cet abandon. Jung a appelé cela un complexe, une constellation d'idées et d'émotions chargées qui se forment autour d'une blessure psychique. Ces complexes agissent de manière autonome, comme des sous-personnalités en nous, sabotant souvent nos meilleures intentions. Le chemin de la guérison passe nécessairement par la reconnaissance et l'intégration de ces énergies blessées. Nous ne pouvons pas guérir ce que nous ne reconnaissons pas. Nous ne pouvons pas transformer ce que nous nions. Demandez-vous, quelle est l'image du féminin ou du masculin que vous avez internalisé? Quel message avez-vous reçu sur la façon dont les relations entre hommes et femmes devraient être? Comment cela se manifeste-t-il dans vos relations actuelles? Pour les femmes, un animus blessé peut se manifester comme une voix intérieure, critique implacable, une énergie masculine intérieure qui juge, rabaisse et n'est jamais satisfaite. Quand cette voix domine, nous avons tendance à attirer des partenaires qui matérialisent cette critique dans le monde extérieur. Pour les hommes, une anima blessée peut apparaître comme une relation distordue avec leurs propres émotions et vulnérabilités. Un homme qui ne peut pas accéder à sa sensibilité intérieure projette souvent ce manque sur une partenaire, l'idéalisant ou la diabolisant. La guérison de ces blessures intérieures est l'un des aspects les plus transformateurs du cheminement jungien. À mesure que nous intégrons notre animus ou anima, nos relations changent profondément. Nous ne cherchons plus chez l'autre ce qui nous manque. Nous ne projetons plus nos blessures intérieures sur nos partenaires. Nous devenons capables de voir l'autre tel qu'il est réellement, au-delà des distorsions de nos projections. Mais que faire quand nous nous rendons compte que nos choix amoureux sont déterminés par des blessures si anciennes qu'elles semblent faire partie de qui nous sommes? Et si le schéma semble impossible à briser? Les murmures de l'âme, les signes que l'inconscient révèle. L'inconscient essaie toujours de communiquer avec nous, à travers les rêves, les intuitions, les sensations corporelles et les synchronicités. Quand nous sommes dans une relation toxique, ces signes s'intensifient. Ils sont comme des boussoles indiquant le chemin de l'intégridad et de la guérison. Avez-vous déjà fait des rêves récurrents qui semblaient vous alerter sur quelque chose dans votre relation, ou des symptômes physiques qui n'apparaissent que lorsque vous êtes avec une certaine personne? Ou des coïncidences significatives qui semblent vouloir vous montrer quelque chose d'important? Jung accordait une grande importance à ces signes de l'inconscient. Il croyait que notre psyché est autorégulatrice et cherche constamment l'équilibre et l'intégration. Lorsque nous ignorons les signes les plus subtils, ils ont tendance à devenir plus intenses et dramatiques. Le corps en particulier est un baromètre précis de notre santé relationnelle. Tensions chroniques, problèmes digestifs, maux de tête persistants, troubles du sommeil, tous peuvent être des manifestations somatiques d'une relation qui ronge notre âme. Lorsque l'esprit conscient nie la vérité, le corps l'exprime à travers des symptômes. Les rêves sont un autre langage puissant de l'inconscient. Jung les considérait comme des lettres de l'inconscient adressées à la conscience. Des rêves récurrents d'être piégés, poursuivis, noyés ou perdus peuvent refléter ce que vous ressentez émotionnellement dans la relation, même si, consciemment, vous niez ces sentiments. La synchronicité des occurrences significatives non causalement liées peut également apporter des messages importants. Rencontrez à plusieurs reprises des informations sur les relations toxiques. Écoutez la même musique qui parle de libération. Rencontrez des personnes qui ont traversé des situations similaires et ont trouvé la sortie. Jung voyait ces coïncidences comme des actes de création dans le temps, des moments où le monde intérieur et extérieur s'alignent pour nous montrer quelque chose d'essentiel. Il y a aussi les lapsus, les actes manqués et les comportements apparemment irrationnels que Freud reconnaissait déjà comme des expressions de l'inconscient. Oubliez à plusieurs reprises des rendez-vous avec cette personne, perdre des objets qu'elle vous a donnés, commencer à faire des erreurs uniquement en sa présence. Votre inconscient essaie peut-être de vous dire quelque chose que votre esprit conscient n'est pas prêt à entendre. Pour accéder à ces signes, nous devons développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de médiatiser entre le conscient et l'inconscient. Cela nécessite une quiétude intérieure, une attention pleine et la disposition à écouter ce qui émerge des profondeurs de notre psyché. Tenez un journal de rêve, observez les schémas dans votre corps.
prêter attention aux coïncidences significatives. Avec le temps, vous développerez une plus grande sensibilité à ce langage symbolique de l'inconscient. Mais que faire lorsque les signes sont contradictoires? Quand une partie de vous veut rester et une autre partie veut partir, cette tension des opposés est précisément là où la croissance se produit. La blessure qui guérit, la rencontre avec le guérisseur intérieur. Au sein de nos blessures les plus profondes se cache paradoxalement notre plus grand potentiel de guérison. Jung l'a reconnu lorsqu'il a décrit l'archétype du guérisseur blessé. Le chaman, le médecin, le thérapeute, tous ceux qui guérissent doivent d'abord affronter leurs propres blessures. Dans les relations toxiques, nous sommes à la fois le blessé et le guérisseur potentiel de nos propres douleurs. Avez-vous déjà remarqué comment vos plus grandes douleurs relationnelles reflètent souvent des blessures d'enfance? Comment des schémas d'abandon, de rejet ou d'inadéquation semblent se répéter? Cette répétition n'est pas accidentelle. C'est la tentative de la psyché de ramener à la conscience du matériel non traité afin qu'il puisse être enfin intégré et guéri. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Nous répétons inconsciemment des situations douloureuses dans l'espoir de trouver une résolution différente. Cependant, la vraie guérison ne vient que lorsque nous rendons conscient ce qui est inconscient. Quand nous reconnaissons les schémas et assumons la responsabilité de notre participation à ceux-ci, la blessure que vous ignorez continue de gouverner votre vie depuis l'ombre. C'est l'un des aspects les plus transformateurs de la psychologie jungienne, l'idée que nos blessures contiennent la graine de notre plus grande force et sagesse. Que nos aspects les plus vulnérables, lorsqu'ils sont intégrés consciemment, deviennent des sources d'empathie, de compréhension et de pouvoir authentique. Lorsque nous sommes pris dans une relation toxique, nous nous identifions souvent complètement au rôle de victime. Ou à l'autre extrême, nous nions complètement notre souffrance. Ces deux positions empêchent la vraie guérison. Jung nous invite à une troisième position, celle du témoin compatissant de notre propre expérience, celle qui ne s'identifie pas totalement à la douleur, ni ne la nie, qui peut observer avec clarté, sans jugement, ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est la position du guérisseur intérieur qui s'éveille. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation douloureuse essaie de m'apprendre? Quelle partie de moi demande attention et intégration à travers cette difficulté? Comment puis-je utiliser cette expérience comme catalyseur pour ma croissance? Jung croyait qu'il n'y a pas de croissance psychique sans douleur, que la souffrance a un but dans l'économie de l'âme, non pas comme une punition mais comme une opportunité d'expansion de la conscience. Lorsque nous abordons nos blessures relationnelles avec cette attitude, elles se transforment de malédiction en initiation, d'impasse en portail vers des dimensions plus vastes de nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons rester dans des relations destructrices au nom de la croissance. Absolument pas. Cela signifie qu'en sortant, nous emportons les leçons, pas les rancunes. L'or alchimique extrait du plomb de l'expérience. Mais comment trouver ce guérisseur intérieur quand la douleur semble si accablante? Comment accéder à cette sagesse quand nous nous sentons complètement perdus? Quand le chemin vers soi est bloqué? Le processus d'individuation, devenir qui nous sommes vraiment, est le voyage central de nos vies selon Jung. C'est le chemin de la réalisation du soi, notre totalité psychique. Dans les relations saines, l'autre soutient et catalyse ce voyage. Dans les relations toxiques, le chemin vers soi est systématiquement bloqué et saboté. Avez-vous déjà senti que votre croissance personnelle était entravée par quelqu'un de proche? Que vos tentatives de changement et d'évolution étaient subtilement découragées ou même ridiculisées? C'est l'une des caractéristiques les plus insidieuses des relations toxiques. Elles empêchent notre processus naturel d'individuation. Cela se produit de nombreuses manières, par des critiques constantes qui minent notre confiance, par des comparaisons défavorables qui stimulent la compétition au lieu de la croissance mutuelle, par des sabotages subtils à nos initiatives de changement, ou, plus pernicieusement, par l'induction de culpabilité chaque fois que nous priorisons notre bien-être et notre croissance. Rester là où votre âme ne peut pas grandir est une forme de suicide spirituel. Jung croyait que chacun de nous a un but unique, un appel de l'âme qui cherche à s'exprimer à travers nos vies. Lorsque cet appel est systématiquement réduit au silence ou dévié dans une relation, la vie perd son sens le plus profond.
Le résultat est un sentiment de stagnation, de mort en vie. De trahir non seulement soi-même, mais aussi une possibilité sacrée qui cherche à se manifester à travers vous. Observez les signes que votre individuation est bloquée. Ressentez-vous moins d'enthousiasme pour la vie depuis que vous êtes dans cette relation? Avez-vous abandonné des rêves, des intérêts ou des amitiés qui étaient autrefois importants pour vous? Sentez-vous que votre énergie vitale est drainée au lieu d'être nourrie? Avez-vous le sentiment de vivre une version diminuée de qui vous pourriez être? Jung a décrit l'individuation comme un processus naturel, comparable au développement d'une graine en arbre. Ce n'est pas quelque chose que nous devons forcer ou fabriquer. C'est le déploiement organique d'un modèle déjà présent dans notre noyau. Mais tout comme une plante a besoin de conditions adéquates pour fleurir, notre âme a besoin d'un environnement qui soutient sa croissance. Dans les relations toxiques, ces conditions sont absentes. Au lieu de lumière, il y a une critique constante. Au lieu de nourriture, il y a une manipulation émotionnelle. Au lieu d'espace pour grandir, il y a un contrôle suffocant. Pour Jung, l'individuation n'est pas un chemin égoïste, mais une responsabilité éthique. En réalisant notre potentiel unique, nous contribuons de manière singulière au collectif. En bloquant ce processus, non seulement nous nous nuisons, mais nous privons le monde de nos dons spécifiques. Souvent, nous restons dans des relations toxiques par peur de blesser l'autre ou par un sentiment déformé de responsabilité. Mais Jung nous rappelle que notre première responsabilité est envers le soi, le centre organisateur de notre totalité psychique. Lorsque nous honorons ce centre, toutes nos relations se transforment. Non pas de manière égoïste, mais à partir d'une intégrité profonde qui bénéficie à tous ceux qui nous entourent. Réalisez qu'en bloquant votre individuation pour maintenir une relation, vous n'y êtes pas réellement présent de manière authentique. Vous offrez une version diminuée et inauthentique de vous-même. Et ce n'est pas un acte d'amour, mais de peur déguisée en sacrifice. Le véritable amour ne nous demande jamais de nous diminuer. Au contraire, il nous invite à devenir plus pleinement nous-mêmes. Mais comment distinguer entre les défis normaux de toute relation et un blocage toxique à notre individuation? Comment savoir quand il est temps de transformer la relation ou de la laisser derrière soi? Transformer les cicatrices en sagesse, le voyage de l'intégration. Les blessures que nous portons de relations toxiques n'ont pas à être seulement des cicatrices douloureuses. Elles peuvent être transformées en source de sagesse profonde et de connaissance de soi. C'est le processus alchimique que Jung a appelé l'intégration, la transmutation de la souffrance en conscience élargie. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes qui ont traversé de grandes difficultés relationnelles, mais qui ont fait le travail intérieur pour les traiter, développent souvent une profondeur et une sagesse singulières, une capacité accrue de compassion, de discernement et d'authenticité? C'est le résultat de l'intégration réussie des blessures. Jung voyait le processus d'intégration comme une spirale ascendante, non comme un cercle fermé de répétition. À chaque tour de spirale, nous revisitons des thèmes similaires, mais à un niveau de conscience plus élevé. Ainsi, la douleur relationnelle devient non seulement quelque chose à surmonter, mais un catalyseur pour un nouveau niveau de compréhension. La première étape pour transformer les cicatrices en sagesse est d'apporter une pleine conscience à nos blessures, non pas pour revivre le traumatisme, mais pour en témoigner avec compassion et clarté. Nos blessures deviennent sacrées lorsque nous les apportons à la lumière de la conscience. Ce processus demande du courage. Le courage de regarder ce qui fait mal, de nommer ce qui a été nié, de ressentir ce qui a été refoulé. Jung appelait cela faire ami-ami avec l'ombre, établir une relation consciente avec les aspects niés et blessés de nous-mêmes. À mesure que nous intégrons ces parties blessées, un espace intérieur s'ouvre, un espace d'acceptation et de compréhension qui nous permet de nous relier de manière nouvelle à nous-mêmes et aux autres. C'est la vraie liberté, non pas l'absence de cicatrices, mais leur transformation en source de lumière. Demandez-vous, qu'ai-je appris sur moi-même à travers cette relation difficile? Quelles parties de moi ont été révélées que je ne connaissais pas auparavant? Quelle force intérieure ai-je découverte que je ne savais pas que j'avais? Même dans les expériences les plus douloureuses, il y a des graines de sagesse qui attendent de germer. L'important est de ne pas rester piégé dans le récit de la victimisation, ni de sauter prématurément vers un faux positif. Le chemin jungien est plus profond
et plus honnête. Il reconnaît la réalité de la douleur tout en cherchant le sens caché en elle. Un outil puissant dans ce processus est le dialogue actif avec l'inconscient, à travers les rêves, l'imagination active, l'expression artistique ou l'écriture réflexive. En entrant en relation consciente avec notre matériel intérieur, nous amorçons le processus transformateur que Jung a appelé la fonction transcendante, l'émergence d'une troisième position qui transcende les opposés de victime et bourreau, amour et haine, attachement et rejet. Cette troisième position est le lieu de la sagesse, de la compassion mûrie et du discernement clair. C'est le fruit de l'intégration réussie des blessures relationnelles. Mais que faire quand la douleur semble trop grande pour être intégrée? Quand les blessures semblent si profondes qu'elles menacent de nous définir en permanence? L'abandon sacré, quand lâcher prise est un acte d'amour de soi. Il y a un moment dans le chemin où abandonner devient non seulement nécessaire, mais sacré. Un acte de profonde fidélité à soi-même et à la vie qui cherche à s'exprimer à travers vous. Jung a compris que certains sacrifices sont nécessaires à la croissance de l'âme. Certains attachements doivent être libérés pour que nous puissions avancer sur notre chemin d'individuation. Avez-vous déjà ressenti cette certitude profonde, presque physique, qu'il est temps de laisser une relation partir, même lorsque l'esprit rationnel cherche encore des raisons de rester? Ce moment où, malgré tout l'amour et l'histoire partagée, quelque chose en vous sait que rester serait une trahison de votre propre âme, c'est le moment de l'abandon sacré. Le mot « abandon » a un double sens en français. Il peut signifier laisser derrière soi, mais aussi se livrer pleinement. Dans ce moment crucial du chemin, les deux sens convergent. Nous abandonnons la relation toxique et nous nous livrons simultanément à une vérité plus profonde sur qui nous sommes et ce que nous méritons. Renoncer à ce qui nous diminue, c'est faire de la place à ce qui nous expande. Ce moment exige une forme spéciale de courage. Non pas le courage bruyant des confrontations et des ultimatums, mais le courage silencieux d'écouter et d'honorer la voix de l'âme, même quand elle demande quelque chose de difficile, même quand le chemin à parcourir semble incertain ou solitaire. Jung appelait cela le courage moral, la capacité de rester fidèle à la vérité intérieure, même quand cela implique une perte, une incertitude ou une douleur temporaire. Notre peur de la solitude, du jugement ou du changement, nous maintient souvent piégés dans des relations qui ont déjà rempli leur rôle dans nos vies. Mais Jung nous rappelle que la psyché est téléologique, orientée vers un but, vers le déploiement de notre potentiel unique. Quand une relation entrave constamment ce déploiement, l'âme commence à protester, d'abord en chuchotement, puis en cri. Écoutez-la. L'abandon sacré est rarement une décision impulsive. C'est le point culminant d'un long processus intérieur de reconnaissance et d'acceptation de la vérité, d'une cartographie honnête du territoire relationnel, de tentatives sincères de transformation qui n'ont pas trouvé de terrain fertile. Il est important de noter que ce n'est pas un acte de rejet de l'autre, mais de fidélité à soi-même. Il n'est pas motivé par la colère ou la vengeance, mais par une clarté compatissante sur ce qui est vraiment nourrissant et ce qui est toxique pour votre âme. Souvent, la peur de blesser l'autre nous maintient dans des relations qui ne servent plus la croissance mutuelle. Mais Jung nous rappelle que nos décisions les plus authentiques, bien qu'elles puissent causer de la douleur à court terme, sont finalement bénéfiques pour toutes les parties impliquées. La vérité, même difficile, libère les deux parties pour leur chemin respectif d'individuation. L'abandon sacré n'est pas une négation de l'amour, mais une expression plus élevée de celui-ci. Un amour qui honore à la fois le soi et l'autre dans son voyage unique. Mais comment savoir quand ce moment est arrivé? Comment distinguer entre les défis qui peuvent être transformés et les schémas toxiques qui demandent l'abandon sacré? La rencontre mystique entre destin et choix. Dans les moments décisifs de nos vies, en particulier lorsqu'il s'agit de laisser partir des relations significatives, nous ressentons souvent la convergence mystérieuse entre le destin et le libre arbitre. Jung a appelé cela la synchronicité, la coïncidence, une simultanéité d'événements apparemment sans lien de cause à effet qui prennent un sens pour la personne qui les vit. C'est comme si le monde intérieur et le monde extérieur s'alignaient selon un modèle significatif. Avez-vous déjà vécu une série de coïncidences qui semblaient vous guider vers une décision importante dans une relation? Des rencontres fortuites
qui ont apporté des messages précis, des livres qui vous sont tombés entre les mains au moment exact, des rêves récurrents pointant vers une direction. Jung ne voyait pas ces événements comme de simples coïncidences, mais comme les expressions d'un principe ordonnateur acausal, qu'il nomma la synchronicité, une intelligence plus profonde opérant dans les entrelignes de la réalité. Dans les moments de grande transition, surtout lorsque nous envisageons de quitter une relation significative, la synchronicité s'intensifie souvent. C'est comme si le tissu de la réalité devenait plus perméable, permettant au message de l'inconscient collectif de nous parvenir à travers des événements extérieurs. Quand nous sommes alignés avec notre vérité la plus profonde, l'univers conspire à travers les synchronicités. Ces moments ont une qualité lumineuse, une sensation de signification et de but qui transcende notre compréhension rationnelle. Nous sentons que nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nos choix personnels sont entrelacés avec des modèles de signification plus vastes. Jung croyait que dans ces moments, nous sommes en contact avec le soi, le centre organisateur de la psyché totale, qui transcende et inclut l'ego. Le soi opère selon ses propres buts et calendriers, qui ne coïncident pas toujours avec les désirs immédiats de l'ego. La sagesse est d'apprendre à distinguer entre la voie de l'ego, avec ses peurs et ses attachements, et la voie du soi, avec son orientation plus profonde et plus englobante. La synchronicité nous offre souvent des signes lorsque nous sommes sur le bon chemin. Des portes s'ouvrent inexplicablement, des rencontres significatives ont lieu, les rêves apportent des symboles de libération et de renouveau. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, juste qu'il est aligné avec notre vérité la plus profonde. Jung croyait que chacun de nous a un destin unique, un appel de l'âme qui cherche à s'exprimer à travers nos vies. Lorsque nos choix sont alignés avec ce destin, nous ressentons un sentiment de justesse, même au milieu des difficultés. Un sentiment que, malgré la douleur, nous sommes sur le bon chemin. C'est la rencontre mystique entre destin et choix, non pas une soumission passive au fatalisme, ni un volontarisme égoïque déconnecté de notre nature essentielle, mais une danse consciente avec le mystère que nous sommes. Dans les moments de grandes décisions, en particulier ceux impliquant des relations significatives, la question n'est pas seulement « que veux-je », mais « que veut la vie à travers moi ?» Qu'est-ce que le soi, dans sa sagesse plus vaste, cherche à manifester en ce moment de mon voyage? Mais comment distinguer entre des synchronicités authentiques et de simples projections de nos désirs et de nos peurs? Comment savoir si nous sommes vraiment alignés avec le soi ou si nous suivons simplement des impulsions égoïques? La transformation par le feu, l'or caché dans la séparation. Les anciens alchimistes qui fascinaient tant Jung parlèrent de l'œuvre au noir, la phase de dissolution, de putréfaction et de chaos qui précède la transformation. La fin d'une relation significative, surtout une qui est devenue toxique, est précisément ce type de processus alchimique, une dissolution nécessaire qui prépare le terrain pour un nouvel ordre psychique. Avez-vous déjà remarqué comment, après la douleur initiale d'une séparation, commence à émerger un sentiment de clarté et de possibilités renouvelées? Comment des aspects de vous qui étaient endormis ou supprimés commencent à s'éveiller? Comment un espace intérieur s'ouvre à de nouvelles façons d'être et de se lier? C'est l'or alchimique caché dans le processus de séparation. La transformation qui se produit lorsque nous passons par le feu purificateur de la dissolution des vieux schémas et attachements. Pour Jung, toute véritable transformation passe par 3 phases: séparation, liminalité et réintégration. La séparation est l'éloignement des structures connues, y compris des relations qui ne servent plus notre croissance. La liminalité est l'état intermédiaire, souvent inconfortable et incertain, entre ce que nous étions et ce que nous sommes en train de devenir. Et la réintégration est l'émergence d'une nouvelle configuration psychique, plus alignée avec notre vraie nature. La fin d'une relation n'est pas seulement une perte, mais un portail vers une nouvelle dimension de soi-même. L'alchimie de la séparation ne se produit pas automatiquement. Elle exige un engagement conscient dans le processus de transformation, une disposition à habiter l'inconfort de la dissolution, sans fuir prématurément vers de nouveaux attachements ou distractions. Lorsque nous affrontons la douleur de la séparation avec conscience, elle devient non seulement quelque chose à supporter, mais un creuset de transformation.
Une opportunité de reconnaître et de libérer des schémas relationnels dysfonctionnels que nous portons peut-être depuis de nombreuses vies. Jung parlait de l'opus contra naturam, le travail contre la nature instinctive, comme le processus central de l'individuation. C'est le travail qui consiste à prendre conscience des schémas automatiques, y compris nos schémas relationnels. De ne pas suivre simplement le chemin de moindre résistance, mais de choisir consciemment le chemin de la plus grande vérité et intégrité. La séparation d'une relation toxique révèle souvent des projections que nous faisions sur l'autre, des qualités, tant positives que négatives, que nous leur attribuions, mais qui sont en réalité des aspects de nous-mêmes. Recueillir ces projections est une partie cruciale du travail alchimique. Une opportunité de récupérer des parties perdues de nous-mêmes. Dans le processus alchimique, le feu représente à la fois la douleur de la transformation et la lumière de la conscience. Les deux sont nécessaires à la transmutation du plomb en or, des blessures en sagesse. La douleur de la séparation, lorsqu'elle est vécue consciemment, a un but dans l'économie de l'âme. Ce n'est pas une punition, mais une purification. Ce n'est pas un châtiment, mais une catharsis. Demandez-vous, quels aspects de moi sont libérés par cette séparation? Quelles qualités intérieures, auparavant projetées sur l'autre, suis-je invité à reconnaître et à intégrer? Quelle nouvelle configuration psychique émerge de ce processus de dissolution? Mais que faire lorsque la douleur de la séparation semble insupportable, quand le feu semble consumer au lieu de transformer? La naissance du papillon. Quand la chrysalide se rompt, le processus de transformation profonde après avoir quitté une relation toxique peut être comparé à la métamorphose du papillon. À l'intérieur de la chrysalide sombre et apparemment inerte, un miracle silencieux est en train de se produire. La chenille se dissout littéralement, devenant une sorte de soupe biologique, avant de se reconfigurer en une créature totalement nouvelle, capable de voler. Jung voyait ce processus naturel comme une métaphore parfaite de la transformation psychique. Avez-vous déjà expérimenté, après la douleur d'une séparation, des moments d'expansion et de liberté qui semblaient inconcevables lorsque vous étiez en couple? Un sentiment d'habiter une version plus vaste et plus authentique de vous-même, une capacité renouvelée à trouver la beauté et le sens de la vie. Ce sont les signes que le papillon est en train d'émerger de la chrysalide, que le travail intérieur de transformation porte ses fruits. Lorsque nous quittons une relation toxique, nous pouvons initialement ressentir seulement la perte et le vide. C'est comme si une partie de nous avait été arrachée, laissant un espace douloureux. Mais Jung nous rappelle que cet espace vide est précisément ce qui rend possible la naissance de quelque chose de nouveau. L'utérus de la transformation est toujours le vide. Avant de pouvoir voler, nous devons accepter la dissolution de ce que nous pensions être. La renaissance psychique après une relation toxique implique la redécouverte d'aspects vitaux de nous-mêmes qui ont été diminués ou niés pendant la relation. Nos intérêts genuins, notre créativité, vitalité, nos passions, notre capacité à la joie spontanée. Cela peut aussi impliquer la découverte de qualités et de capacités entièrement nouvelles. Des ressources internes qui ont émergé précisément à travers le défi de la séparation. Jung parlait de la nuit noire de l'âme, comme d'une période nécessaire de désorientation et de dissolution qui précède l'éveil spirituel. Dans le contexte des relations, cette nuit noire peut être la période après la séparation, lorsque nous ne nous sentons ni qui nous étions dans la relation, ni qui nous serons au-delà d'elle. Un état liminal, suspendu entre les identités. Il est tentant de fuir cet état intermédiaire en cherchant prématurément une nouvelle relation ou d'autres moyens de combler le vide. Mais Jung nous encourage à habiter cet espace liminal consciemment, à permettre que le processus alchimique s'accomplisse, à ne pas précipiter la naissance du papillon avant que ses ailes ne soient pleinement formées. Un outil puissant dans ce processus est l'imagination active, la capacité de dialoguer consciemment avec les figures et les énergies de l'inconscient, de permettre que les images et les intuitions surgissent naturellement et de s'engager avec elles comme des partenaires dans le processus de transformation. Demandez-vous, qui suis-je en train de devenir à travers cette expérience?